Hello and welcome to another episode of Bonjour et bienvenue dans un nouvel épisode de India and Global Left. Si vous découvrez l'émission, n'oubliez pas d'appuyer sur le bouton d'abonnement. Pensez également à devenir membre YouTube, à soutenir sur Patreon ou à faire un petit don via le lien dans la description. Mais au minimum, regardez l'émission, aimez, partagez et commentez. Sans plus attendre, permettez-moi d'accueillir notre invité de ce soir, le professeur Richard Wolff. Le professeur Wolff est l'un des principaux économistes marxistes au monde, professeur émérite à l'Université du Massachusetts à Amherst et fondateur de Democracy at Work. Il est largement reconnu pour ses critiques claires et accessibles du capitalisme, de la politique économique des États-Unis et des inégalités mondiales, ainsi que pour sa capacité à rendre les idées économiques radicales compréhensibles pour le grand public. Professeur Wolff, bienvenue à nouveau dans India and Global Left. Welcome back to India and Global Left. Merci Terworks de beaucoup de estar ici. I wanted to start with your thoughts. Je voulais commencer par connaître votre opinion sur les récentes élections locales aux États-Unis. L'élection de Zohran Mamdani à New York a attiré beaucoup d'attention, mais il y a également eu des scrutins dans le New Jersey, en Virginie et en Californie. Certaines de ces courses ont porté sur des questions économiques, comme la hausse du coût de la vie, la garde d'enfants, et ainsi de suite. Alors, si vous pouviez nous donner votre point de vue, que révèlent ces résultats sur l'état de l'économie américaine et sur la manière dont les habitants des États-Unis perçoivent la politique et l'économie en général? D'accord, je serais ravi d'essayer de donner un aperçu de ce qui s'est passé. De loin, l'événement historique le plus stupéfiant, inattendu et significatif a été l'élection de Zohran Mamdani ici à New York, d'où je vous parle. Cela n'a pas encore vraiment été assimilé par les habitants de la ville. Tout le monde en parle. Voici une idée impensable. Un socialiste musulman qui assume pleinement ces deux étiquettes et ne cherche absolument pas à s'en distancer, mais au contraire les met toutes deux en avant, a remporté l'élection municipale avec plus de 50% des voix, ce qui signifie qu'il a obtenu plus de votes que tous les autres candidats réunis. Cela signifie que le porte-drapeau du Parti démocrate et celui du Parti républicain, les candidats officiels, ceux qui avaient été les dirigeants jusqu'à l'élection, ont tous deux été vaincus, et vaincus de manière écrasante, par une marge énorme, ce qui est très inhabituel dans la politique new-yorkaise. Très bien, qu'est-ce que cela signifie, avant que je n'aborde les autres élections et ainsi de suite? Cela signifie que nous en sommes maintenant à la 10e année du retour du socialisme dans la vie politique américaine. Pendant la majeure partie de la période qui a suivi la fin de la Seconde Guerre mondiale, être socialiste et se présenter à une élection aux États-Unis équivalait à un suicide politique. Les États-Unis se distinguaient durant cette période de tous les pays d'Europe, où l'on pouvait et où l'on faisait fonctionner des mouvements et des partis politiques socialistes, communistes et d'autres courants anticapitalistes. Cela n'était pas possible aux États-Unis. Il y avait une combinaison de répression gouvernementale et de répression exercée à travers toutes les grandes institutions, les médias de masse, la communauté religieuse, le milieu universitaire, le monde des affaires. On ne pouvait aller nulle part si l'on était identifié comme socialiste, communiste, marxiste, anarchiste, et ainsi de suite. En effet, les mots que je viens d'énumérer étaient traités aux États-Unis comme des synonymes, aucune différence entre eux. Ils étaient tous perçus comme la même chose, un mal, quelque chose de mauvais et d'étranger. C'est donc un changement énorme. Tout a commencé il y a 10 ans avec la décision de Bernie Sanders, le seul socialiste dans l'État singulier et atypique du Vermont, de conserver cette étiquette et de se présenter à une élection
et de faire bien mieux que ce que n'importe quel commentateur, moi y compris, pensait possible, compte tenu de notre histoire. Il s'est présenté une seconde fois, et il a encore mieux réussi. Puis, un jeune groupe de 3 ou 4 socialistes, principalement des femmes, s'est lancé et a remporté des élections, la plus connue étant Alexandria Ocasio-Cortez. Mais ces étapes sur la route ont désormais été couronnées par ce symbole extraordinaire et plus puissant du retour du socialisme. Et j'emploie le mot retour parce que avant la Seconde Guerre mondiale, le socialisme était courant aux États-Unis. De nombreux maires de nombreuses villes étaient socialistes. Beaucoup de personnes dans les législatures des États étaient socialistes. Quelques-uns étaient communistes. Ce qui s'est passé après la Seconde Guerre mondiale a marqué une rupture importante. C'était la réaction de la classe capitaliste aux États-Unis, la classe des employeurs, à ce qui s'était produit. La Grande Dépression des années 1930 avait provoqué une explosion du nombre d'adhésions à 2 partis socialistes, à un parti communiste et à un mouvement ouvrier plus dynamique que tout ce que nous avions jamais vu auparavant dans l'histoire américaine ou depuis. Et cette combinaison, parce qu'ils travaillaient ensemble, fut appelée la coalition du New Deal. Elle permit la création du système de sécurité sociale que nous n'avions jamais eu auparavant. Il a instauré un système d'indemnisation du chômage que nous n'avions jamais eu auparavant. Il a instauré le premier salaire minimum que nous n'avions jamais eu auparavant. Et il a employé 15 millions de chômeurs, ce qui constituait un programme d'emploi gouvernemental que nous n'avions jamais eu auparavant et que nous n'avons jamais eu depuis. C'est la montée d'une gauche américaine en réaction à la Grande Dépression des années 1930, qui a terrifié la classe des affaires. Pourquoi? Parce que l'indemnisation du chômage et les 15 millions de personnes embauchées, l'argent nécessaire pour tout cela, qui était énorme, provenait de l'imposition des entreprises et des riches. C'est ce que M. Roosevelt a fait sous la pression des partis socialistes et communistes et du mouvement ouvrier. Le résultat fut que, lorsque la guerre prit fin en 1945, le président qui avait accompli tout cela, Franklin Roosevelt, mourut la même année, et le monde des affaires décida qu'il fallait défaire tout cela. Le New Deal, et donc les 60 ou 70 dernières années de développement économique intérieur américain, a été inversé pour revenir en arrière si possible à ce qui existait auparavant. Et M. Trump, comme Reagan et d'autres avant lui, n'est qu'une étape supplémentaire dans ce processus. C'est pourquoi la montée actuelle, encore une fois, du socialisme, couronnée par la victoire de Moudyar Jyotishan, est le signe de l'affaiblissement du programme des affaires, de la montée de la gauche en Amérique et de la fin de l'Empire. Un moment de changement historique. C'est le message le plus important que je veux vous laisser, car compte tenu de l'importance des États-Unis dans l'économie mondiale, ce que je viens de décrire aura un impact sur tout le monde, tôt ou tard, d'une manière ou d'une autre. Très bien. Cela dit, le socialisme de M. Mandani est une forme très modérée de socialisme. Pensez à l'Europe du Nord ou quelque chose de ce genre. Il laisse les entreprises privées et exploitées par des propriétaires privés, maintient la structure employeur-employé sans la remettre en question ni l'ébranler, mais confère au gouvernement le rôle et le pouvoir de réguler et de contrôler. La grande question pour l'avenir immédiat est la suivante. Jusqu'à quel point Mandani pourra-t-il imposer son contrôle avec un mandat aussi fort que celui qu'il détient et avec un soutien dans la ville qui est plutôt remarquable? Je vais vous donner un seul exemple. Lorsque l'on a demandé à Mandani ce qu'il ferait si le dirigeant d'Israël, Benjamin Netanyahou, venait à New York, il a répondu « Je l'arrêterai ».
Vous savez, New York abrite plus de personnes juives que toute autre ville des États-Unis, et de loin. Je crois même qu'il y a peut-être plus de personnes juives à New York qu'en Israël. Je n'en suis pas certain, mais c'est une communauté immense. Et cette communauté a également voté pour Mamdani. Il est très important de comprendre que c'est le signe, plus que toute autre chose, d'un niveau énorme de mécontentement et de désaffection parmi la population à l'égard de l'ensemble de la classe politique traditionnelle. La direction républicaine, la direction démocrate, c'est comme si le peuple disait « Nous ne voulons ni de l'un ni de l'autre. Nous voulons quelque chose de nouveau. Nous voulons quelque chose de différent. Et si c'est nouveau et différent, nous voterons pour cela. » Qu'un homme se lève et dise « Je suis un musulman pratiquant, je suis socialiste et je crois en ces choses », puis remporte une élection, c'est extraordinaire. Je veux dire, il faut avoir vécu dans ce pays, Barth, comme moi toute ma vie, pour comprendre à quel point c'est un changement. Et laissez-moi vous assurer que tous les plus riches de New York, y compris un bon nombre de milliardaires, ont versé de l'argent pour le vaincre. Et ils ont échoué. Ils ont dépensé 6 ou 7 fois plus que lui pour chaque dollar qu'il a reçu. Mais il a obtenu beaucoup d'argent parce qu'un très grand nombre de personnes, donnant 10 ou 20 dollars, ont pu lui offrir cette chance, ce qui est très inhabituel dans la politique américaine. Et cela terrifie aujourd'hui la classe dirigeante, car l'argent qui lui permettait autrefois de garder le contrôle ne fonctionne plus très bien. Quant à ce que fera Mamdani, je ne sais pas. Il existe une longue histoire du socialisme municipal ici aux États-Unis et une encore plus vaste en dehors des États-Unis. Il y a toutes sortes d'expériences dont il peut s'inspirer, des choses qui fonctionnent, d'autres non. C'est un jeune homme très accompli. Je ne le connais pas personnellement, mais je suis très familier avec le travail de son père, Mahmoud Mamdani, qui est l'un des grands esprits de notre époque. Et sa mère est réalisatrice à Hollywood, également très connue. Ce sont des personnes extrêmement accomplies, et c'est un jeune homme très intelligent et attentif. On attend énormément de lui, de tous côtés. Mais au-delà de cela, permettez-moi de me tourner un peu vers les autres élections. Tous les principaux candidats soutenus par Donald Trump ont perdu. Tous les candidats farouchement opposés par M. Trump ont perdu. C'est donc un message très fort indiquant que M. Trump a de très gros problèmes. Il a aliéné une part suffisamment importante de la population pour que l'élection de novembre prochain, dans un an, soit déjà incertaine, qu'il puisse perdre le contrôle du Congrès lors de cette élection, et il devient chaque jour plus désespéré. On le voit littéralement. En ce moment, à Washington, je ne sais pas si tu veux en parler, il a des ennuis à cause d'un scandale sexuel impliquant plusieurs hauts responsables de son gouvernement, l'affaire Epstein, si tu as suivi cela. Mais ce n'est pas tant l'affaire elle-même qui lui cause des problèmes. C'est le fait qu'il est désormais un dirigeant affaibli, et tout le monde le sait, car c'est à la une chaque matin. Il est donc désespéré. Il prend des mesures économiques désespérées. Je vais te donner seulement 2 exemples. La presse de ce matin regorgeait d'articles presque humoristiques, rapportant et confirmant que le gouvernement suisse, la Suisse, avait mené de longues négociations avec lui au sujet d'un tarif de 39%. Et cela allait nuire à leur commerce de chocolat, à leur industrie horlogère et aux autres domaines pour lesquels la Suisse est connue. Il négociait, le dirigeant de la Suisse avec Trump, depuis des mois pour le réduire, et il n'y parvenait pas. Puis, il y a 1 ou 2 semaines, un groupe de chefs d'entreprise suisses, pas les politiciens, les chefs d'entreprise, a rendu visite à M. Trump. Ils lui ont offert plusieurs cadeaux, dont une barre d'or d'une valeur de 130 000 $, entre autres,
et il a abaissé le tarif de 39% à 15%. D'accord, il y a un mot pour ça en anglais. There's a word for that in the English language. It's called bribery. This is a bribery. Ça s'appelle de la corruption. C'est de la corruption. C'est fait au grand jour, ce qui n'est généralement pas la manière dont la corruption se pratique. Mais aussi heureux que nous soyons que ce soit public, on ne peut s'empêcher de se gratter la tête et de se demander pourquoi il le dit, pourquoi il le rend public. C'est extraordinaire. Il est tellement déconnecté de sa propre vulnérabilité en tant que dirigeant. Et la deuxième chose, c'est qu'il a sérieusement proposé, malgré les exigences des banquiers américains qui lui demandent d'arrêter d'emprunter, que le gouvernement des États-Unis, déjà profondément endetté, fasse au moins semblant d'agir. Au lieu de cela, il a proposé de donner à chaque citoyen des États-Unis un chèque de $2000 au début de l'année prochaine, comme un cadeau du gouvernement. En d'autres termes, il essaye d'acheter l'élection de l'année prochaine. Très bien, ce sont des actes d'un désespoir extraordinaire et il faut les comprendre comme tels. Les élections dans le New Jersey et en Virginie, deux États très importants de ce pays, par leur population, leur industrie et l'ensemble de leur culture, ont été remportées par des femmes du Parti démocrate, pas des socialistes, loin de là. Il s'agit du Parti démocrate traditionnel. Ce qui est important, c'est que Trump a œuvré contre elles, et cela ne lui a pas été bénéfique, et qu'elles sont déterminées à être des dirigeantes anti-Trump dans ces deux États. Ce qui signifie qu'il aura beaucoup de mal à les remporter l'année prochaine, voire qu'il lui sera impossible de le faire. Mais il y en avait d'autres. Plusieurs juges de l'État de Pennsylvanie ont été réélus malgré les efforts de Trump pour les évincer. En Californie, le probable candidat démocrate face à M. Trump pour la présidence, Gavin Newsom, a réussi à conclure un accord pour redécouper les circonscriptions de l'État de Californie, afin de donner à davantage de démocrates la possibilité de siéger au Congrès pour faire au Parti démocrate ce que, par exemple, le gouverneur du Texas fait déjà pour le Parti républicain. C'est cette corruption politique qui s'aggrave de plus en plus. Le pays est polarisé entre républicains et démocrates, au moment même où un nouveau socialisme émerge. Donc si je devais résumer, je dirais que le grand basculement politique s'oriente nettement vers la gauche et s'éloigne de l'extrême droite que représente Trump. Mais au sein du Parti démocrate, il y a un autre déplacement, du centre vers la gauche. Et le Parti démocrate va être le théâtre d'énormes luttes. Elles sont déjà en cours pendant que je vous parle, et elles détermineront s'il reste le parti de Clinton, Obama et Biden, ou s'il se déplace vers la gauche avec Mudryar-Jyotishan, Bernie et Ocasio-Cortez. Ce sera en quelque sorte un double basculement des républicains vers les démocrates et au sein des démocrates du centre vers quelque chose de plus à gauche. Et enfin, il faut savoir que le premier retour du socialisme est sans surprise un socialisme très modéré, très prudent, très hésitant. Mais je peux vous assurer, si vous vous posez la question, qu'autour de M. Mudryar-Jyotishan et derrière lui, se trouvent des personnes dont la conception du socialisme va bien au-delà de ce dont il a parlé jusqu'à présent. Et à mesure qu'il s'affirme et que le socialisme revient dans la vie politique, ces autres tendances, pour la plupart plus radicales, au sein du socialisme, du marxisme et ainsi de suite, émergeront également ici, aux États-Unis. Je le sais, j'en fais moi-même partie, et je peux donc vous assurer que cela se développe aussi très rapidement ici, aux États-Unis, en ce moment. En parlant du retour du socialisme pendant que vous parliez, cela m'a rappelé Ben Davis à New York. Il était conseiller municipal de Harlem entre, je crois, 1943 et 1949. Il a défendu les Scottsboro Boys
et il était membre du Parti communiste. Il s'inscrit dans la tradition noire radicale. Et le professeur Gerald Dorn, qui est déjà venu dans l'émission, a écrit un livre sur lui, décrivant cette vaste coalition, ou ce lien, si vous préférez, entre la tradition communiste aux États-Unis et la tradition noire. Beaucoup de gens l'oublient, ou il y a une grande amnésie concernant la tradition socialiste de New York. Et je ne suis pas surpris que vous ayez utilisé le mot prudemment à propos du mot retour. Juste je me demande si vous voulez dire quelque chose, mais je voulais aussi... Oui, allez-y, allez-y. Yes, go on, go on. I want to underscore the importance of three people. Je veux souligner l'importance de 3 personnes. Benjamin Davis, que vous avez mentionné, que prouve-t-il? Il prouve qu'à une époque où la ségrégation raciale, la mentalité et les pratiques anti-noires, et ce que nous appelons parfois le racisme structurel de ce pays, étaient remis en question, Benjamin Davis était un communiste noir. C'était une idée aussi surprenante qu'il puisse gagner qu'il l'est aujourd'hui de voir Zohran Mamdani gagner, n'est-ce pas? Il a gagné à plusieurs reprises. Il était extrêmement populaire. C'était une époque, il est intéressant de le noter, où il existait une représentation proportionnelle. Ainsi, si le Parti communiste obtenait un certain nombre de voix, il obtenait un siège au conseil municipal et ils l'y ont placé. Quelle déclaration du Parti communiste sur sa vision du conflit racial? Le parti était bien en avance sur le reste du pays dans son opposition à la ségrégation et aux lois Jim Crow, et rien ne le prouvait mieux que le fait d'avoir placé un homme noir à ce poste. Mais il exerçait ses fonctions à Harlem, un quartier situé dans la partie nord de Manhattan, l'île centrale de New York, qui avait également été représenté par un autre homme, un Italo-américain nommé Vito Marcantonio, qui à sa manière était tout aussi important comme symbole. Il mobilisait une population italienne, ethnique, catholique et ouvrière, et était aussi ouvertement socialiste, marxiste, peu importe comment on l'appelle, et il est encore rappelé aujourd'hui. Le maire qui a exercé en même temps que ces hommes s'appelait Fiorello LaGuardia. Aujourd'hui, nous avons 2 aéroports ici. L'un s'appelle l'aéroport Kennedy, l'autre l'aéroport LaGuardia, nommé en son honneur. Et il était un partisan bienveillant de Davis et de Marcantonio. Je veux dire, la gauche à New York était très forte. Et donc oui, il est important de voir cela comme un retour. Les États-Unis, on disait autrefois, selon ceux qui voulaient vous le faire croire, représentaient d'une certaine manière l'avenir. Un avenir sans socialisme, contrairement à l'Europe, qui même avec Hitler et Mussolini, n'a jamais pu se débarrasser des socialistes. D'une certaine façon, les États-Unis auraient trouvé la formule magique pour y parvenir. Ce n'était pas le cas. Ils ont pu, pendant un certain temps, le réprimer. Mais le socialisme, comme les livres d'histoire nous l'enseignent, ou devraient nous l'enseigner, est le produit du capitalisme. C'est l'autocritique du capitalisme. Et rien ne garantit l'avenir du socialisme plus que celui du capitalisme. C'est lorsqu'ils auront tous deux disparu que le capitalisme prendra fin, et c'est alors que le socialisme aura accompli sa tâche. Mais en tout cas, en ce moment, l'humeur ici aux États-Unis a radicalement changé, comme c'est souvent le cas, à cause d'un événement qui s'avère être, vous savez, le dernier d'une série. On pense que c'est le dernier élément qui a provoqué le changement. Mais c'est toute la série. Nous étions déprimés, la gauche américaine, profondément déprimée par les dernières années, d'abord par Trump, ensuite par la catastrophe de M. Biden, l'horrible élection de Kamala Harris, et ainsi de suite. Alors cette victoire de Mudyar Jyothishman, le rejet de Trump et le déclin manifeste et continu de l'Empire américain, tout cela s'est conjugué avec cette élection de Jyothishman. Cela a vraiment changé, du moins pour le moment, l'état d'esprit. Quelle que soit l'évolution, c'est actuellement une période remarquable ici aux États-Unis, et il est très important que nos amis et alliés à travers le monde en soient conscients.
Je voulais aussi vous interroger un peu sur la manière dont vous percevez certains des défis auxquels Mamdani serait confronté à l'avenir, ou, plus largement, les défis auxquels les mouvements socialistes américains seraient confrontés à l'avenir. Nous avons récemment reçu le professeur Norman Finkelstein pour discuter de l'élection à New York, et il a soulevé quelques points. Le premier concernait la décision de Mamdani de reconduire Jessica Tisch. Je crois que c'était avant son élection comme maire. Il avait dit qu'il pourrait reconduire Jessica Tisch au poste de chef du NYPD. Et elle est évidemment une agente choisie par la classe des milliardaires. Le professeur Finkelstein a dit que c'était assez surprenant, étant donné l'importance centrale de la Palestine dans la campagne de Mamdani et le rôle du NYPD dans les attaques contre les universités et d'autres lieux de mobilisation en solidarité avec le mouvement palestinien. L'autre problème concerne également le gel des loyers. Et nous savons tous qu'en dernière instance, lorsque l'on prend des décisions comme le gel des loyers, la classe des propriétaires et les grandes sociétés immobilières feront appel à la police pour expulser les locataires, ce qui entraînera un affrontement physique. Et si la police ne vous soutient pas, toutes ces mesures perdent en réalité leur substance. Enfin, je souhaite soulever la question du Parti démocrate lui-même. Nous, issus de la tradition marxiste, savons qu'il faut un parti, un organe central d'organisation pour les mouvements socialistes, les mouvements ouvriers et tous les autres mouvements, afin de s'unir en défense contre les intérêts des entreprises et des autres classes dominantes. Compte tenu de ces immenses défis et du fait que New York est finalement devenue la capitale du capitalisme mondial, comme on le dit souvent, je me demande, en tant que penseur marxiste, quels sont selon vous les défis qui attendent les luttes socialistes aux États-Unis? Eh bien, je pense que vous en avez mentionné la plupart. Je pourrais en ajouter quelques-uns, mais je crois que le point central est que la classe dirigeante fera tout ce qui est en son pouvoir pour annuler cette élection. Ils ont tout fait pour l'empêcher. Et donc, la prochaine étape de la lutte, et cela a toujours été vrai, c'est que si vous perdez cette partie de la bataille, vous passez à la suivante. C'est une guerre. Ce n'est pas une bataille qui a mis fin à la guerre. C'est une bataille précoce, je dirais, dans cette guerre. La question devient alors de savoir si les obstacles, tels que ceux que vous avez mentionnés, par exemple les grands propriétaires immobiliers de la ville, qui comptaient parmi les plus gros donateurs de la campagne de Cuomo, principal contre-candidat de Mamdani, vont poursuivre leur combat. Ils sont très inquiets. Le maire a bel et bien du pouvoir. Réduire les loyers est une chose. Les geler est tout à fait dans ses compétences. Et ils le savent. Ils ont dépensé beaucoup d'argent pour les maires précédents, à la fois publiquement et sous la table, afin de les amener à prendre des décisions qui maintiennent les propriétaires riches. Ils ne vont pas s'arrêter. Ils vont devoir faire quelque chose maintenant pour le bloquer. Et il en ira de même pour le Parti démocrate officiel. Nous avons une élection pour le poste de gouverneur de l'État de New York. La ville de New York fait partie de cet État, et la gouverneure là-bas a soutenu Mamdani, alors que d'autres dirigeants du Parti démocrate ne l'ont pas fait. Elle, oui, et c'est parce que, comme tout le monde le comprend, elle est très inquiète. Elle n'est pas si sûre d'être réélue. Et si elle devait se mettre M. Mamdani à dos et qu'il retournait la ville de New York contre elle, elle serait finie. Il y a donc maintenant une certaine marge pour qu'il trouve un terrain d'entente, ce que je soupçonne qu'il va essayer de faire. C'est le genre de manœuvre à laquelle on se livre quand on essaye de ramener le socialisme dans la politique. S'il est bloqué de plusieurs façons, soit les propriétaires peuvent le bloquer, soit le gouverneur le fera d'une manière ou d'une autre. Soit le sénateur Schumer, qui n'était pas son ami et ne l'a jamais soutenu jusqu'au bout,
Ces personnes doivent désormais s'inquiéter de leur propre avenir politique dans un New York transformé, au sein d'un centre politique démocrate, lui aussi changé. Mais s'il le bloque, il devra prendre une décision. Et c'est là que ton point devient crucial. Va-t-il lutter contre eux tout en restant au sein du Parti démocrate? Ou décidera-t-il, avec tous les autres impliqués dans ces discussions, que le moment est venu d'essayer une autre voie, soit parce qu'elle semble offrir une meilleure chance, soit parce que rester dans le parti signifierait la fin de ce qu'il a tenté de lancer. Ce sera un moment très difficile. Je ne pense pas que cela se produira tout de suite. Je pense qu'il va essayer de faire passer au moins une partie de ce qu'il souhaite, car cela renforcera sa popularité. Cela le rendra pratiquement imbattable. Il pourra donc rester un certain temps à ce poste, ce qui en soi aidera à faire avancer les choses. Et ils auront davantage d'influence politique. Alors, il sera déchiré. Voici autre chose à garder à l'esprit. Le changement d'humeur, qui est difficile, vous savez, à cerner précisément, mais qui est aussi important que tout le reste, va désormais produire quelque chose de très concret. C'est cette ligne floue, dans la philosophie marxiste, entre le matériel et l'idéal. C'est pourquoi des penseurs comme Althusser et d'autres ont voulu dire que l'idéal est matériel, et ainsi de suite. Voici un exemple de l'idéal. Un changement dans les façons de penser. Mon Dieu, le socialisme peut réussir ici. Le socialisme a sa place ici. La masse des New-Yorkais, après 75 ans de propagande acharnée contre le socialisme, a voté pour lui. Ils n'en ont plus peur. L'étiquette ne les repousse plus. Rien de tout cela. Je vais vous donner un exemple dans lequel je suis personnellement impliqué. Les dirigeants des organisations municipales envisagent maintenant de faire des choses qu'ils n'auraient jamais imaginées auparavant. L'exemple que je vais vous donner est le suivant. Nous avons un opéra spectaculaire, soutenu par les milliardaires les plus riches, appelé le Metropolitan Opera. Il se trouve en plein cœur de Manhattan. Et vous savez, si vous y allez le soir, les gens arrivent tout apprêtés. C'est un terrain de jeu pour les riches, cet opéra. Il survit grâce aux nombreux dons de personnes fortunées qui peuvent faire inscrire leur nom sur les sièges pour que tout le monde sache qui a donné l'argent. Dégoûtant. Mais c'est ainsi que les riches fonctionnent, d'accord? Et les sièges, si vous voulez en acheter un pour aller à l'opéra, coûtent des centaines de dollars chacun. Donc, si vous êtes une famille de 4 personnes, c'est une dépense importante que la grande majorité des habitants de New York ne peuvent pas se permettre. Très bien. Pour les Italiens, et les Italo-Américains constituent un groupe ethnique immense à New York, l'opéra est leur invention. Il a été inventé en Italie. C'est la propriété commune du peuple italien de toutes les classes. Ils ne peuvent pas se permettre d'y aller. Très bien. On m'a récemment demandé si l'on pouvait organiser ce qui suit. C'était quelqu'un impliqué dans le monde de l'opéra, enthousiaste à propos de mon avis. Voici ce qu'il m'a dit. J'aimerais réserver un opéra chaque semaine ou chaque mois où le billet coûterait 2 dollars et il serait disponible uniquement pour les personnes qui ne peuvent pas se le permettre. Nous trouverons un moyen de le faire. Peut-être que des églises, peut-être que des associations civiques recevront des billets. Et soudain, des gens capables de trouver 2 dollars, ce que tout le monde peut faire, pourront aller à l'opéra, quelque chose qu'ils n'ont jamais fait auparavant. Si cette personne s'asseyait avec M. Mamdani pour élaborer cela comme une initiative gouvernementale visant à offrir au peuple quelque chose qui lui a été refusé, et que l'on multiplie cela par 1 ou 2 événements de ce genre chaque mois, il serait maire pour le reste de sa vie. Il aurait le prestige d'un LaGuardia, et un jour, nous aurions un aéroport Mamdani ici à New York.
Et ce ne sont pas ces idées, ce sont des idées issues d'une communauté qui croit désormais pouvoir imaginer faire des choses qui étaient totalement impensables jusqu'à présent. Et c'est justement un excellent point pour ceux d'entre nous qui ont suivi l'histoire du mouvement ouvrier à travers le monde. Car si l'on lit cette histoire, on sait que les quartiers ouvriers, pas seulement l'atelier, j'inclus le quartier, jouent un rôle essentiel. Il existe d'ailleurs un excellent ouvrage sur le mouvement ouvrier indien à Bombay, écrit par un grand historien du travail nommé Rajnarayan Chandavarkar. Son argument était que le mouvement ouvrier ne se limitait pas à l'atelier. En réalité, il affirmait que ce n'était pas principalement une affaire d'atelier, mais avant tout une affaire de quartier. Et là, sa contribution a été de montrer comment l'opéra indien, appelé Tamasha à Bombay par exemple, et les festivals de Ganpati étaient des fêtes religieuses organisées pour et par les travailleurs eux-mêmes. Cela signifiait que le monde ouvrier exerçait une influence considérable sur la ville de Bombay. C'était avant que les villages des filatures ne soient détruits et que Bombay, comme New York, ne devienne une ville financière. Ce que je veux dire, c'est que ce type de régénération des espaces culturels peut constituer des lieux extraordinaires pour la revitalisation et l'organisation de la politique de la classe ouvrière. Absolument. Et si M. Mamdani est intelligent, ce dont je ne doute pas, mais s'il est aussi politiquement sensible, il comprendra ce que vous venez de dire. Et par là, je veux dire vous donner une autre raison pour laquelle votre idée est si puissante. À cause du mot socialiste et à cause des médias américains, ils ne comprennent vraiment pas ce que ce mot signifie. Qu'est-ce que le socialisme? Ce qui sort de leur bouche est un mélange confus, où des éléments de l'Union soviétique, de la Chine et de Cuba se mêlent à des images terrifiantes. L'une des choses qui rendra Mamdani fort, c'est s'il se contente de faire des choses bonnes, sensées et utiles dans la communauté. Ce qu'il peut faire, car les gens n'associent pas cela au socialisme. Par exemple, s'il mobilise vraiment la ville autour de festivals de quartier ici à New York, qui est une ville très attachée à ses quartiers. Je vis dans un quartier appelé le Lower East Side, très célèbre, le lieu d'origine où les immigrés se sont installés. Je te parle de là en ce moment. C'est un quartier. Il se pense comme un quartier. Si le maire, avec quelques politiciens locaux prêts à travailler avec lui, sans aucun doute, même s'ils ne sont pas socialistes, lançait quelque chose ici, il donnerait à lui-même, et par conséquent à l'étiquette socialisme, un sens pour les habitants que la classe dirigeante ne pourrait ni défaire, ni submerger quoi qu'elle fasse. Ils ne savent pas comment faire, ils n'en ont pas les moyens, ils n'en ont pas la légitimité. Lui, oui, il pourrait le faire, et cela pourrait rendre la chose possible. Cela me rappelle les histoires que j'ai entendues sur la ville de Bologne, dans le nord de l'Italie. Pendant de nombreuses décennies durant la guerre froide, le Parti communiste italien a dominé la ville de Bologne, dans le nord. Peu importe qui dirigeait l'Italie, les communistes étaient réélus à chaque fois. Pourquoi? Ils n'étaient pas corrompus. Ils ne faisaient pas ce qui était si courant dans d'autres villes italiennes, et ils l'ont clairement affirmé. Cela n'arrive pas ici. Si quelqu'un faisait une telle chose, le parti l'expulsait immédiatement. C'était une démonstration très importante pour le peuple. Le gouvernement n'était pas à vendre. Ensuite, ils ont fourni tous ces services publics et organisé de nombreux festivals, ce qui facilitait l'écoute de leurs discours politiques. Vous savez, la manière de s'y prendre est une question très très importante. Et jusqu'à présent, comme tout cela était réprimé, on ne pouvait pas avoir ces conversations pratiques. Maintenant, le concret devient presque trop important. Vous savez, maintenant la question est,
Regardez toutes les choses concrètes que nous pouvons faire. Mais il faut se rappeler que vous menez un combat contre un système, pas seulement contre un parti politique ou tel politicien. Le problème pour les socialistes démocrates d'Amérique, c'est le capitalisme. Ils doivent s'en souvenir maintenant, car ils ont la possibilité de réussir concrètement. Et ils seront très tentés de le faire. Et ils ont raison de l'être. Ils doivent le faire. L'enjeu sera de savoir comment réagir s'ils en sont empêchés, puis comment garder à l'esprit la question plus large du capitalisme. Et bien sûr, et là je parle en mon nom, la nécessité logique ici est d'avoir votre propre parti politique, et non de livrer une bataille sans fin au sein d'un parti dont la direction est plus opposée à vous qu'aux républicains contre lesquels elle se bat dans notre politique habituelle. Clara Mattei, que vous connaissez si bien, son livre parle du nord de l'Italie et de sa tradition ouvrière qui a construit le Parti communiste, et de la force de ce parti pendant la Première Guerre mondiale. Mais cela se poursuit jusque dans les années 1920, avant qu'il ne soit détruit par les mouvements fascistes. Ou peut-être simplement affaibli, je ne sais pas comment vous préférez le dire. Juste un commentaire en passant avant de vous poser une dernière question à propos du lingot d'or. Tim Cook a établi un précédent en offrant un lingot d'or. Alors, peut-être devrions-nous être un peu indulgents avec l'or suisse. La classe des affaires, étant donné que Trump n'aimait pas leurs dirigeants politiques, je veux dire, apparemment Bloomberg et d'autres ont dit qu'il y avait eu un appel téléphonique avec la direction et que cela s'était soudainement transformé en un tarif de 39%. Et oui, la classe des affaires a ensuite mené les négociations et maintenant, c'est descendu à 15%. Donc ils enverraient beaucoup, pas seulement des chocolats. Mais aussi, la Suisse est un immense centre de raffinage de l'or. Donc les lingots d'or ne sont pas une surprise. Mais dans tous les cas, les économistes suisses disent que tout cet investissement de 200 milliards, c'est juste une fraude parce que la classe politique n'a aucun moyen de forcer la classe des affaires suisse à investir ailleurs. Alors, peut-être vaut-il mieux que la classe des affaires ait mené ces négociations, ou peu importe. Mais je veux aborder un point plus substantiel dans ce dernier segment, un point qui, à mon avis, a été largement évoqué dans les médias traditionnels, mais jamais présenté de la manière dont je souhaite le faire. Je parle des récentes discussions entre les États-Unis et la Chine à Busan, en Corée du Sud. Le récit dominant les décrit comme des pourparlers bilatéraux entre les États-Unis et la Chine. Mais du point de vue du Sud global, dont vous et le professeur Patnaik avez parlé, beaucoup d'entre nous y voient un moment historique. C'est peut-être la première fois dans l'histoire industrielle récente qu'un pays du Sud global ou un pays non euro-américain inflige une défaite économique matérielle à une superpuissance économique du Nord. Dans cette mesure, étant donné que les médias grand public affirment désormais ouvertement qu'il s'agit d'une défaite américaine, cet événement se rattache à quelque chose dont vous parlez depuis un certain temps, le déclin de l'Empire américain. Donc si nous sommes sérieux au sujet d'une véritable égalité entre les États-nations, d'une véritable égalité et de l'essor du Sud global, nous devons célébrer le déclin de l'Empire américain. Et cet événement, je pense, reflète effectivement quelque chose dans cette direction. Je suis donc curieux de connaître votre opinion sur cet événement. Eh bien, je pense que je suis d'accord avec vous pour dire que c'est une étape de plus dans toute une série d'étapes qui signalent le déclin d'un empire et l'ascension soit d'un autre empire, soit d'un véritable système multinational, comment devrais-je l'appeler, de gouvernance mondiale sous un nouveau système. Je suis bien sûr partisan de ce dernier. Je ne veux pas voir un autre empire remplacer l'ancien. Je ne suis pas satisfait de la succession des empires.
ni du Britannique, ni de l'Américain, ni des autres avant eux, en Asie, en Europe ou ailleurs. Et je pense effectivement que cette réunion est une autre de ces étapes. Mais je dirais que je la vois moins comme une étape unique. En d'autres termes, une grande partie des discussions qui ont eu lieu lors de cette réunion avaient déjà eu lieu auparavant, par fragments, lors d'autres rencontres, dans le cadre du processus général en cours. Les États-Unis apprennent, lentement, douloureusement, parce qu'ils ne le veulent pas et avec beaucoup de déni, qu'ils ne peuvent pas commander les autres peuples. Ils n'en ont plus les moyens. Ils ne peuvent pas retirer le marché américain, que ce soit par des tarifs douaniers ou par une autre méthode, lorsque la Chine, par exemple, dispose des BRICS. Les BRICS sont l'alternative. La Chine peut leur vendre. Elle n'a pas besoin de vendre aux États-Unis. Est-ce que ce sera difficile? Oui. Est-ce que ça entraînera des pertes? Probablement. Mais ce n'est pas une menace existentielle. Et c'est de cela que les États-Unis, vous savez, se nourrissent. Ils ont pu dire, nous, pour qui cela signifie relativement peu, pouvons vous imposer quelque chose qui signifie énormément. Regardez ce qui se passe avec le Venezuela, ou la manière dont ils essayent de gérer l'Iran, ou l'explosion où ils menacent de s'en prendre au Canada, au Mexique ou au Nigeria, tous, ou le Panama, ou le Groenland. Je veux dire, c'est constamment la juxtaposition de l'omnipotent et par comparaison de l'impuissant. Mais la Chine n'est pas impuissante. La Chine a accompli ce que personne d'autre n'a fait. Je ne veux pas minimiser les autres pays qui ont réalisé d'énormes progrès, en particulier l'Inde, mais la Chine représente quelque chose de nouveau pour les États-Unis. Et puis l'alliance avec la Russie et l'Inde rend cette nouveauté encore plus considérable. Ils ne peuvent pas faire face. Permettez-moi d'utiliser le fait que je suis américain, que j'ai fréquenté toutes les universités d'élite ici. Je connais personnellement beaucoup de ces personnes. Et j'ai simplement parce que nous étions amis à l'école, entre autres, la possibilité de leur parler, d'obtenir d'eux ce que je soupçonne et de vérifier si c'est exact ou non. Ils sont à bout de nerfs. Ils ne savent pas quoi faire. Ils ne peuvent pas contrôler ce qui se passe. L'écart entre la richesse de la Chine et des BRICS, d'un côté, si l'on mesure par le PIB, et celle des États-Unis et du G7, de l'autre, se creuse chaque semaine, chaque mois. Ils ont franchi la ligne en 2020, ils étaient à peu près égaux à ce moment-là. Et la Chine et les BRICS ont pris une avance considérable. Cela ne s'arrête jamais, quoi que les États-Unis aient fait depuis, pendant la pandémie ou en dehors. Vous savez, ça n'a aucune importance. Cela impressionne la direction américaine avec, je te cite maintenant, c'est historique. Il ne s'agit plus de telle ou telle politique, de telle ou telle situation. Trop de situations se ressemblent. Le déclin ici, la montée là-bas. À un certain moment, et cela pourrait arriver plus tôt que nous ne le pensons tous, et peut-être que c'est même annoncé d'une certaine manière par la victoire de Mamdani, tu verras, c'est une prédiction que je fais, et je ne crois pas aux prédictions, c'est juste mon intuition. Tu verras un mouvement politique se développer ici, aux États-Unis, qui va séduire le peuple américain avec un argument du genre « Nous sommes sur une trajectoire de collision avec la Chine, et cela est plus dangereux que de s'asseoir avec la Chine pour trouver un moyen de vivre et laisser vivre. » Les États-Unis et le G7 auront quelque chose, et la Chine et le reste du monde, le Sud global, auront quelque chose aussi. Et pas parce que nous sommes généreux, ni parce que nous avons un plan noble. C'est parce que l'alternative, à un certain moment, quand votre navire est en train de couler, vous commencez à réaliser qu'il faut élaborer un nouveau plan. Car celui de la domination, de l'isolement, ne fonctionne pas. Le programme tarifaire apprend à tout le monde à isoler les États-Unis comme la nation rebelle. C'est la blague ultime. Après la Seconde Guerre mondiale,
La politique des États-Unis consistait à contenir le communisme, à contenir l'Union soviétique. L'ironie, c'est que cette politique, qui a plutôt bien fonctionné pour cela, s'est désormais élargie, et sa victime, ce sont les États-Unis eux-mêmes. And its victim is the United States itself. Maintenant, même Trump réduit certains de ses tarifs et droits de douane sur le bœuf, les bananes, les tomates et la noix de coco. Et je pense qu'il reçoit un signal clair. Je suppose qu'il accumule des lingots d'or quelque part, qu'il les empile dans son placard et qu'il devra les rendre en échange. Il est aussi terrifié. Vous devriez le savoir. La Cour suprême doit rendre une décision, et personne ne sait encore quelle sera cette décision. Mais elle examine la question de savoir si les tarifs appliqués par M. Trump sont constitutionnels ou non. D'après la plupart des juristes constitutionnels que je connais, ils ne le sont pas. Et selon eux, il y a une réelle possibilité que la Cour suprême des États-Unis les déclare inconstitutionnels. Et ensuite, personne ne sait ce qui se passera. Seront-ils tous annulés? Devra-t-il rendre de l'argent aux gens? C'est un désordre sans nom. Et laissez-moi vous quitter sur une dernière réflexion à ce sujet. Tant de choses vont mal pour M. Trump en ce moment. Que ce soit les tarifs douaniers, ses relations avec la Chine, son incapacité à mettre fin à la guerre en Ukraine, ou sa proximité avec Netanyahou, et je pourrais continuer, qu'une nouvelle possibilité émerge au sein de la politique américaine. Les personnes qui ont mis M. Trump au pouvoir vont maintenant le pousser dehors parce qu'il est trop perturbateur, trop controversé. Le pays se divise en camps très hostiles. Le socialisme revient. Ils vont le tenir pour responsable de tout, puis ils vont s'en débarrasser dans l'espoir que le fait de l'écarter, lui qui est au centre de tant de problèmes étrangers et intérieurs, résoudra la situation. Ce ne sera pas le cas. Le déclin se poursuivra, mais c'est le genre de décision que les classes dirigeantes prennent parfois dans ce type de circonstances. Absolument. Un dernier commentaire très bref. Je pense que vous avez soulevé un point important. Qu'à un certain moment, il y aura suffisamment de changements dans la politique intérieure américaine pour convaincre la plupart des Américains que la coexistence avec la Chine serait une meilleure stratégie pour tout le monde que l'affrontement. Et je voudrais simplement ajouter que, dans le premier tiers de notre discussion, lorsque nous avons parlé de la possibilité d'une politique de gauche radicale aux États-Unis, je pense que plus elle réussira aux États-Unis, mieux ce sera pour le reste du Sud global, afin de contenir l'Empire. Je veux dire, je sais que la gauche américaine a ses propres angles morts. Je veux dire, beaucoup de gens de la gauche, les choses qu'ils continuent à dire sur le Venezuela à un moment où les forces militaires américaines s'y amassent, c'est tout simplement révoltant. Mais malgré tout, je pense que des personnes un peu meilleures au sein du cœur impérial sont toujours préférables pour le reste d'entre nous dans le Sud global. Car au moins, il y a une apparence de raison. Et on peut avoir ces discussions sur ce qui est juste et ce qui ne l'est pas. Donc, je voulais relier les deux segments dont nous avons parlé aujourd'hui, le segment externe et le segment interne. Et ils sont tous deux liés, je suppose. Vos remarques de conclusion? Oui. Le seul désaccord que je pourrais avoir, c'est que nous avons encore beaucoup de chemin à parcourir pour rendre ce que vous venez de dire conscient, pour le rendre explicite, pour parler de la manière et des raisons pour lesquelles les intérêts qui motivent le retour du socialisme dans notre politique ont un équivalent international. Jusqu'à présent, tout tourne autour des loyers, des mérites et des trajets de bus gratuits. Et tout cela est très bien. Mais cela reste, pour l'instant, dépourvu de toute réflexion sérieuse sur la manière de dépasser le capitalisme. Ce que cela signifie réellement et comment nous relier à ce conflit croissant entre les États-Unis et la Chine.
Ces questions finiront par s'imposer et elles obligeront aussi des socialistes comme Mamdani à s'y confronter. Et là encore, cela soulève la question organisationnelle d'un parti politique capable de rassembler ces éléments de manière organique. Nous allons nous arrêter là, professeur Wolf. C'était une conversation très intéressante. Merci beaucoup pour votre temps. Je vous en suis vraiment reconnaissant. Avec plaisir. Et j'ai hâte de discuter à nouveau avec vous et le professeur Mudiyar Jyotishman dans un avenir proche. Prends soin de toi. Passe une excellente fin de journée. Au revoir. Bonjour, je m'appelle Ayushman. Avec Mudiyar Jyotishman, nous avons lancé cette plateforme. Au cours des 2 dernières années, nous avons essayé de créer du contenu pour les forces de gauche et progressistes. Jusqu'à présent, nous avons interviewé des économistes, des historiens, des commentateurs politiques et des militants. Si vous avez apprécié notre contenu et souhaitez que nous construisions une archive pour la gauche, j'ai 2 demandes à vous faire. Veuillez envisager de faire un don à cette cause. Le lien se trouve dans la description ci-dessous. Et si vous ne le pouvez pas, ne vous sentez pas mal. Vous pouvez toujours aimer nos vidéos et les partager avec vos camarades. Enfin, n'oubliez pas d'appuyer sur le bouton d'abonnement.